bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live de Late Night Wrestle, ce rendez-vous maintenant incontournable mensuel à l'occasion de chaque pay-per-view de la WWE. C'est Rousty qui vous accueille donc sur ce live organisé par nos amis de VoxCatch, accueilli sur le site VoxCatch. Et merci déjà à vous qui êtes toujours plus nombreux et puis on espère à l'avenir donc faire sur YouTube. Mais donc pour l'instant c'est toujours sur Twitch et avec moi c'est une équipe de sudistes avec d'abord Renaud. Salut Renaud. Salut Brosty, salut tout le monde. Ouais, il y a une explosion à Nice donc c'est bien. Ouais, une explosion à Nice. Mais t'as kické Pierre ou quoi? C'est ça, ouais, ouais, un petit la boîte kick. Ouais, c'est ça, ouais, aussi, ouais. Un peu des deux, allez hop là, switch in musique aussi. Allez, ouais. Dans ta face, Pierre. C'est ça, ouais. Bon, vous inquiétez pas, il reviendra peut-être à la prochaine fois. Mais donc, il y a avec nous aussi Thierry. Salut Thierry. Bonsoir messieurs. Ah, c'est enthousiaste, c'est bien. Ça fait. Ah bah attends, comme chaque mois, je suis toujours enthousiaste de participer à Restless Radio. Eh oui, je comprends, c'est un honneur. Surtout d'être avec moi. Bon, tout à fait, cool, bien sûr. Et donc le sujet, ce sera donc le dernier pay-per-view Night of Champions qui a eu lieu donc dimanche dernier. Et puis bon je pense qu'il y aura pas grand chose d'autre à dire. Peut-être un léger retour sur Raw où il y avait 2-3 petits événements, mais ce sera en même temps que l'analyse du pay-per-view. Voilà. Et ce sera juste après le tout petit jingle que voici. Be a champion. Yeah, I got what it takes. Risk it all, make my own fate. Yeah, I'm gonna be a champion. All the glory and the fame, just sitting in my own plane. I'm gonna be a champion. Silhouettes in the spotlight, cash falling from the sky. Yeah, I'm gonna be a champion. So it takes is one night for me to turn around my whole life. Et donc, nous revoilà donc pour analyse du pay-per-view Night of Champions qui avait lieu à la Bridgestone Arena de Nashville dans le Tennessee. Et un pré-show cette fois-ci sans match, ça doit dater de, je sais pas si tu peux me dire Renaud précisément, ça doit dater du segment où il y avait Dan Bryan, c'était à Money in the Bank, non? Quelque chose comme ça. Money in the Bank, excuse-moi, c'est toi qui avais raison, bien sûr. Ah. Puisque Bryan à Payback était venu, et en fait il était venu à Payback vraiment dans le show lui-même pour rendre les ceintures, ouais. Et Brie avait démissionné. Oui, voilà. Il était bienvenu. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est Money in the Bank. Lors du kick-off show ensuite, du pay-per-view qui suivait, voilà, ok. Donc du coup là cette fois-ci c'était un peep show avec Christian. Bon évidemment vous imaginez peut-être si vous savez mon adoration pour Christian, le bonheur que ça a fait. J'espère que c'était le bonheur aussi pour beaucoup d'entre vous de le revoir. Malheureusement ouais. Pour l'instant non. Ah très bien Thierry. Alors t'as pensé quoi le peep show avec Chris Jericho, un petit avant pay-per-view, un petit segment avec Randy Orton qui s'est évidemment incrusté. Mais d'ailleurs j'avais une question Christian, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu depuis le peep show. Disons qu'il était apparu 2-3 fois au panel de pré-show, surtout dans un panel de pré-show NXT à TakeOver. Et sinon, sur un ring, ça date de longtemps, ouais, malheureusement, très longtemps. Je crois que son dernier pay-per-view à Christian, à mon avis, c'est l'Elimination Chamber. Donc ça remonte à février. Ça date quand même. Ouais, et il était donc au pré-show Elimination Chamber. Non, il a participé à l'Elimination Chamber. Oh purée, le pauvre. Oui, parce que je crois que c'était des anciens champions du monde qui ont participé au Money in the Bank, si je me trompe pas. Oui. Non, je veux dire à l'Elimination Chamber. Elimination Chamber, non, c'est pas les anciens champions du monde, parce qu'il y avait Cesaro aussi qui était dans l'affaire. Ah oui, voilà. Cesaro, Bryan, Christian, Sheamus et John Cena. Puis Randy Orton qui était champion à ce moment-là, qui avait conservé d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Autant pour moi, mais les périodes où Christian ne sont pas là, elles me semblent beaucoup plus longues, c'est pour ça. Mais donc voilà, une autre pensée sur ce pré-show où il y avait pas, voilà, ça a duré 1 heure, mais vraiment. Franchement, j'ai vu le pré-show et à part faire des promos, des promos avec les matchs, et je sais pas si vous avez marqué d'ailleurs, je crois que vous avez vu la première fois, il faisait des sortes de stats, c'est-à-dire qu'il parlait du match de John Cena et Brock Lesnar à SummerSlam, il parlait du combien de temps il a duré, il y avait des genres de stats, tu vois, combien de minutes John Cena était à terre, combien de minutes, nombre de supplesses et tout ça. D'ailleurs, voilà, c'est une vidéo qu'ils ont repris un petit peu avant le match, après qu'on décortiquera plus tard. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais. Non, mais c'est vrai, ça c'était pas mal, ouais. Mais après, c'est vrai qu'1 heure c'était un peu long, sachant que sinon il y a Edge qui est venu en pyjama, j'avais l'impression, à un moment intervenir un tout petit peu. Oui, c'est vrai. Ouais.
Sinon, pour ce qui est du Peep Show, c'était, disons, c'est limite une promo qu'ils auraient pu mettre à Raw avant le pay-per-view, mais bon, après, c'est clair que ça faisait plaisir de retrouver les deux anciens partenaires qui ont déjà été en équipe dans le passé, faire un peu le show ensemble, quoi. Et ouais, voilà. Et puis donc sans transition, on est passé donc au début du pay-per-view avec les titres de champion par équipe de la WWE en jeu, avec donc Jimmy Uso et Jey Uso, les champions en titre, qui les ont perdus contre désormais faut l'appeler Gold, le Rust il dégage, et Stardust, donc les deux frères, donc ils sont bizarres, les Cosmic Twins comme Michael Cole les surnomme, donc ils se sont imposés au bout de 13 minutes 27 secondes. T'as pensé quoi de ce match, Renaud? J'ai trouvé que c'était un bon match dans sa globalité. Un bon opener pour commencer. Ça atteint pas le niveau des tag matchs qu'on a eu entre les Rhodes et le Shield à la fin de l'année 2013, où là c'était vraiment énorme. Ou même plus récemment les Usos contre les Wyatt, où c'était aussi très bon. J'ai trouvé que le booking, le schéma du match, il était assez classique dans la forme. Une bonne domination des deux équipes. Chacun a eu son moment. Le choix du roll-up pour terminer le match, c'est toujours un petit peu gênant. Généralement, c'est les heels qui gagnent comme ça, parce que c'est un peu une victoire volée, comme on dit. Ah oui, d'ailleurs, ça, on va le revoir très peu de temps après, donc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 2 fois dans le même show. Bon, ça, c'est un peu lourd. Au passage, Cody Rhodes, qu'on doit plus appeler comme ça maintenant, Stardust, j'ai noté que c'était la 6e fois qu'il était champion du monde par équipe. Donc, on se rend pas compte comme ça, mais ça devient un peu un spécialiste des tag teams. Mais oui, il avait commencé à DiBiase, non, il me semble. Il avait déjà été champion par équipe avec Hardcore Holly. J'ai une connerie, c'est vrai, autant pour moi. Et ensuite, il avait embrayé avec DiBiase, oui. C'est ça, 2 fois, et une fois avec McIntyre, où beaucoup de monde ont oublié ce passage-là, ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont été champions par équipe ensemble. Et là, ça fait 2 fois avec Goldust. Donc c'est un vrai spécialiste. Maintenant, 6 fois champion par équipe, c'est quand même quelque chose. Donc, et premier titre pour Stardust, puisque c'est son premier titre avec cette gimmick-là, quoi. Exactement. Ah ouais, parce que c'est vrai que Goldust, lui, en un temps, a toujours évolué. Enfin, il y a eu pas mal de titres aussi, quand même, un petit peu sur cette gimmick. T'as pensé quoi de ce match? Comme Renaud, je trouvais qu'il était bon dans la globalité. Après, le seul truc que j'ai remarqué, que je peux reprocher à ce match, c'est que il a mis un peu de temps à se lancer. C'est que vers le milieu vers la fin, qu'il y a vraiment eu les bons moments, c'est-à-dire les prises de voltige des Usos, les bonnes prises techniques de la part de Goldust ou Stardust. J'aurais aimé que ce soit comme ça du début à la fin. Au début, c'était un petit peu longué le match a eu un peu mis du temps à se lancer, ce qui fait que je m'étais un petit peu ennuyé, j'avoue. Mais à partir du milieu, quand ça s'est vraiment lancé, là vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc oui, un bon match. Après, c'est pas comme dit Renaud, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un match disons correct. Après, c'est vrai que pour ce qui est de la victoire du petit paquet, du tombé par surprise, c'est clair que c'est des heels, donc on peut dire que c'est normal. Mais après, c'est clair que je les voyais gagner les titres un jour. Ouais, c'est vrai que c'était le sentiment de beaucoup. Je sais que Gus, qui n'est pas là, le pensait aussi. Par exemple, c'était une équipe qui montait tellement depuis quelque temps, surtout avec leur statut de heel, ça pouvait que leur donner de l'impulsion, surtout que c'est à peu près la seule équipe heel maintenant que les Wyatt ont disparu du décor complètement. Donc et qu'ensuite le Slater-Gator, on peut pas dire vraiment que c'est une équipe de grande valeur actuellement, donc autant dire que ouais, je ne veux plus entendre parler de cette équipe-là. Parler de qui là? Slater O'Neil? Ouais, c'est ça, oui. Ouais. Ceux qui perdent le contrat d'Ambrose et le lapin, donc voilà. C'est sûr ça, que voilà, niveau Face, il y aurait plus de possibilités déjà, donc à voir. Ouais. Mais là, je prends la réaction de Sébastien qui lui dit que il aurait aimé justement que les Usos aient perdu le titre plutôt contre les Wyatt, qui méritaient plus que pour lui. L'équipe étrange dans le mauvais sens du terme des frères Rhodes. Il aime pas du tout cette gimmick, donc. Je crois qu'il a en mémoire un petit peu celle du Cody Rhodes, hyper précieux, qui voilà. Le dash. Ouais, c'est ça, Bruce, c'est ce que je voulais dire justement. C'est revenir vite fait sur Cody Rhodes. C'est assez hallucinant de voir le mec à quel point il est passé de plusieurs gimmicks en si peu de temps. Bon, ça se compte en années, mais quand même en si peu de temps, tu sens qu'il y a son père derrière. Je dis pas que Cody Rhodes est un mauvais catcheur, loin de là. C'est un très bon catcheur et une bonne team avec Goldust, c'est assez énorme. Mais si tu regardes de près, on l'a toujours mis dans une situation pour qu'il soit là, quoi.
Il a été dans la Legacy, bon, il a été avant avec Hardcore Holly, bon, ça on peut un petit peu l'oublier, d'ailleurs tu l'as fait, et c'est pas grave, parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié ce passage-là, mais à partir du moment où il a été dans la Legacy, on l'a bien vu, puis après on lui a donné la gimmick du Dashing Cody Rhodes, où il se regardait dans la glace, et il faisait des soins, tout ça, des trucs de beauté, des conseils de beauté. Ensuite, il a été aussi avec Damien Sandow, faut pas l'oublier. Là, il a pas été champion. Et avant, il y avait eu le masque aussi, le masque du fait Exactement, qu'il était plus dashing, mais plus à se cacher le visage. À se cacher le visage, à jusqu'à mettre la rivalité avec Rey Mysterio, oui, c'était. Ouais, voilà, Rey Mysterio qui avait fait le 619, qui avait soi-disant pété le nez. Donc là, il était devenu un peu psychopathe. Puis après, comme je disais, il a aussi été avec l'intello Damien Sandow. Il avait la petite moustache. Donc il y avait le petit truc de la moustache. Il a toujours eu un petit truc pour Cody Rhodes. Là maintenant, il est Stardust. Donc ouais, en quelques années, en si peu de temps comme ça, il a déjà été plusieurs personnages. Ça, c'est assez rare dans l'histoire. D'ailleurs, mon plus grand relais sur les Rhodes Scholars, c'est qu'il n'ait pas gagné le titre, parce que c'est vrai que j'aurais trop aimé voir cette équipe championne. Ouais, il y a une période où ils auraient pu y toucher, ils l'ont pas fait, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques pay-per-view où ils étaient là en challenger. C'était mais ça fait mal. Notamment un très bon match contre Mysterio et Sin Cara à TLC. Il n'y avait pas les titres en jeu, mais contre Mysterio et Sin Cara à TLC dans un match de table, ça avait été un très bon match celui-là. Mais c'est vrai que dans la chronologie des équipes qui ont pas eu le titre, entre Sébastien qui a cité les Wyatt, l'avoue qui refaisait référence aux Rhodes Scholars, moi je pense aussi aux Real Americans qui ont jamais pu toucher le titre aussi. C'est vrai qu'il y a quelques équipes très sympas qui auraient pu mériter comme ça d'avoir les titres, c'est vrai. Mais bon, là, après peut-être qu'il réserve les titres par équipe Wyatt pour plus tard, avec imaginons des adversaires un peu plus robustes. Je sais que par exemple apparemment les Ascensions sont pas loin de faire leur début dans le roster principal. S'ils gagnent les titres, je verrais très bien les Wyatt Family faire un face turn et les affronter en un match de bourrin, disons, entre ces 4 hommes. Ouais, ça me ferait mal parce que l'Ascension, honnêtement, si vous avez écouté Next Gen Wrestlers, on était du même avis à peu près que vraiment In-Ring c'est pas trop ça. Ils sont hyper over auprès du public de NXT, mais franchement après In-Ring c'est assez dégueulasse, c'est uniquement bourrin, il y a très peu de prises. C'est pas très intéressant quoi, donc c'est des nordistes en gros. Oui, c'est la petite dédicace. Tout simplement. Sacré Thierry. Et donc, oui, sacré Thierry. Et donc, je pense qu'on peut passer au match suivant, s'il n'y a rien à rajouter. Non, c'est bon pour rien moi. à rajouter, oui. Ouais, donc, match pour le titre des États-Unis, avec dont on avait parlé d'ailleurs dans le pré-podcast, qui a plu à tout le monde. Donc, c'est le champion Sheamus qui a battu Cesaro après 13 minutes 06. T'as pensé quoi, Thierry? Honnêtement, c'est mon match favori du pay-per-view. Sheamus Cesaro, tout simplement. Je suis content bien sûr du fait que Sheamus reste champion. Alors, je suis un petit peu hors jeu par rapport à vous car je n'ai pas fait mes pronostics de mon côté. Mais j'avoue que si j'avais fait mes pronostics, j'aurais plus parié la victoire de Cesaro parce que du fait qu'il a été pas mal dans des courses au titre, mais qui les a pas forcément gagnés, peut-être que ça aurait été le moment pour lui de gagner le titre États-Unis et de commencer un règne avec un titre comme celui-là. Mais Sheamus aussi me plaît en tant que champion, donc le fait qu'il conserve, ça ne me déplaît pas du tout. Et le fait de comment s'est terminé le match, ça m'a beaucoup plu, du fait que Sheamus ait résisté, enfin il a un peu montré sa robustesse par rapport à Cesaro. Donc dans l'ensemble, bon match, mon préféré de mon côté. Je vais rebondir là sur le fait que perso, non, franchement, j'envisageais jamais la victoire de Cesaro. Tout simplement par le fait que Sheamus, en tant que champion des États-Unis, on avait encore rien vraiment vu parce qu'il avait aucune exposition avant. Et d'ailleurs, dans les interviews, parce qu'il a accordé plus d'interviews que jamais, je pense, juste après le pay-per-view, il a pas arrêté de répéter à tout le monde que vraiment c'était enfin quelque chose dont il avait vraiment besoin, ce fameux match référence pour se relancer. Parce que depuis sa blessure et son retour comme ça, il avait le sentiment de ne pas vraiment encore avoir été à fond. Et là, vraiment, c'était le match qui a démontré qu'il était à fond. Et là, je suis assez d'accord là-dessus, avec toi aussi, que c'était le show stealer carrément du pay-per-view, à mon avis. Après la durée, je serais d'accord aussi avec Sébastien qui a dit que ce match aurait mérité d'être plus long, mine de rien. Mais on la voit pas passer, la durée. Et vraiment, c'est quand même très intéressant et c'est vrai que c'est hyper physique et il tient vraiment très bien. C'est vrai qu'on voit que quand même les deux, ce sont à peu près les deux plus costauds de la WWE. Peut-être pas nécessairement en gabarit, mais niveau robustesse, résistance. Niveau force, ouais. Ah ouais. Déjà Sheamus, c'est vrai qu'on a déjà vu que
il s'est déjà pris pas mal par le passé de spots assez balèzes, et puis Cesaro, ma foi, c'est quand même un gars hyper expérimenté qui lui aussi a roulé pas mal sa bosse, donc ça pouvait donner qu'un bel affrontement. Et puis Cesaro, c'est quand même un sacré matcheur, donc il reprendra un titre. Après celui-là ou un autre à l'avenir, on n'en sait rien, mais bon, il mériterait. En tout cas, Sheamus, lui, il voudrait affronter Rousseff, évidemment, à titre des États-Unis. Donc ça peut être cousu de fil blanc de ce côté-là, mais bon, voilà. Renaud, t'as pensé quoi du match? Ouais, j'ai trouvé que c'était très bon. Je trouvais que c'était un très bon match. Ouais, c'est un match d'hommes forts où les deux jouaient sur cet argument. C'est ça qui m'a plu. C'était un peu le jeu de qui a la plus grosse, quoi, hein, en gros. Et Cesaro qui respecte pas Sheamus pour un sou, qui prend un coup de claque, ça Sheamus faut surtout pas lui faire, quoi. C'est ce qu'il aime, Sheamus. C'est vraiment le genre de match que Sheamus apprécie. Et c'est là qu'on retrouve le vrai Sheamus. Et Cesaro est très bon aussi, donc ça a donné vraiment voilà, c'est le genre de match que j'aime voir entre deux gars hyper stiffs qui se sont donnés à fond. Donc j'ai beaucoup aimé. Et j'ai noté une prise assez inédite aussi, une prise à la WWE qui se fait pas souvent. C'est Cesaro à un moment donné qui est sur la corde et puis t'as Sheamus qui le chope par les deux bras et qui le balance sur le ring tout en l'accompagnant jusqu'au sol. C'est pas une prise de fou, hein, visuellement, c'est pas un truc de dingue, mais quand même, c'est spectaculaire, voilà. Voilà, c'est assez spectaculaire, et pour deux big men comme ça, on le voit pas souvent, c'est assez rare. J'ai beaucoup aimé. Ils s'étaient déjà affrontés ces deux-là à Payback plus tôt cette année. Alors j'avoue, sur un plan totalement personnel, que j'ai une petite préférence pour leur affrontement à Payback, où à cette époque-là, Cesaro était vraiment booké comme un vrai danger. Il était encore accompagné par Paul Heyman, il sortait aussi de la bataille royale André le Géant à WrestleMania 30. Et ça avait été un très bon match, mais qui s'était terminé sur un roll-up de Sheamus, parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre KO en fait les deux, donc ça avait un peu frustré les gens sur la fin. Voilà, là on a bien le Brock kick de Sheamus. Bon, personnellement je l'ai un petit peu vu venir, puisque t'as Cesaro qui l'enchaîne dans le coin à coup de droite, droite-gauche, claque, tout ça, et ça Sheamus faut pas lui faire. En plus en fin de match, voilà, il aime pas ça, l'Irlandais. Il aime pas ça du tout, donc il a sorti le Brock kick dans la face. On le voit un petit peu venir, mais à part ça, on va pas chipoter. C'est un très bon match et c'est le combat de la soirée, clairement. Oui, parce qu'après le Brock kick, de toute façon, c'est le genre de move qui peut intervenir un peu n'importe quand, dès qu'il y a un tout petit peu d'espace entre les deux. On le sait que ça peut arriver. Ça fait partie des quelques petits, avec le RKO aussi, par exemple, qui peuvent intervenir vraiment n'importe quand. Donc voilà, de toute façon, un move, un finisher, vous me direz qu'il peut arriver n'importe quand pour à peu près tout le monde. Donc à part Triple H qui est obligé d'avoir un temps de préparation. Voilà, enfin à part les quelques, voilà. Enfin, il y en a quelques-uns, mais Triple H me vient en tête très vite. Ouais. Mais après, il y en a d'autres, je pense au match d'après, par exemple, qui n'ont pas besoin de préparation. Sauf que là, bon, il n'a pas eu l'occasion, mais bon. On va en parler, je pense. Le titre intercontinental en jeu avec le champion Dolph Ziggler accompagné par Art Ziggler, vous aurez compris que c'était Artruth bien sûr, et qui affrontait donc The Miz, accompagné de Damien Mizdo, donc qui est sa doublure, et donc The Miz l'a emporté après 9 minutes 22 secondes sur donc le deuxième roll-up de la soirée. T'as pensé quoi, Renaud? Non, mais j'ai pas accroché. Alors déjà le truc des doublures, je trouve ça nullissime, mais d'une force puissance 1000. Alors je sais que c'est du catch, donc on va pas non plus se chipoter là-dessus, se prendre la tête sur des trucs comme ça. Faut pas se prendre au sérieux, mais tout de même de voir R-Truth et surtout Sando. J'ai un petit fait pour Damien Sando. Ouais, non, mais là c'est vrai que moi aussi, mais tu vois qu'en fait. Là, Sando, bon, on l'avait vu pendant des semaines sans arrêt se mettre dans la peau de différents personnages de manière plus ou moins réussie. On avait déjà parlé, je me rappelle. Et ces derniers temps, il y a quand même plusieurs qui ont réagi, dont Mick Foley par exemple tout récemment, très enthousiaste face à ça. Il loue son travail, comme quoi des fois c'est une question peut-être de feeling ou peut-être de se rendre compte que Sando, le pauvre, il peut pas avoir encore de rôle et que c'est très bien de lui trouver ce rôle de transition, je pense aussi. Ah bah le gars, à mon avis, c'est un grand professionnel et donc lui, il chipote pas. Il a du temps d'antenne aussi, c'est vrai. C'est vrai que d'un côté, bon voilà, il est un petit peu remis. Bon, c'est vrai que son truc de déguisement chaque semaine, c'était assez ridicule. C'est Charlie Haas qui avait fait ça aussi à une certaine époque. Donc non, mais bon, sinon j'accroche pas du tout. Et puis en plus, Ziggler et le Miz, comment dire, ils ont proposé tellement mieux, je trouve. Je sais pas combien dure le match, Bruce, je sais pas si tu as le temps. Moins de 10 minutes, 9 minutes. Ouais. Donc bon, c'est vrai aussi qu'au niveau du temps d'antenne, il n'y a pas grand chose. Non, c'est sans grand intérêt, et, même si Ziggler est toujours over vis-à-vis des gens, ça c'est très bien. Une autre chose aussi que je voulais dire,
c'est que le Miz donc devient champion du monde, champion intercontinental, pardon, mon Dieu, qu'est-ce que je dis, champion du monde. Ça c'était une époque que Dieu me le préserve, voilà. La foudre va me tomber dessus sur Nice, la foudre. Ça prouve le truc. Non, mais le Miz qui devient champion intercontinental pour la 4e fois, qu'il repère le lendemain à Raw, ça lui était déjà arrivé au Miz. Ça lui était déjà arrivé. Ça lui était arrivé puisqu'il avait gagné en 2013 à WrestleMania 29 dans le pré-show. Il avait gagné Wade Barrett pour la ceinture intercontinentale et le lendemain à Raw, il repère contre Wade Barrett le titre intercontinental. C'est un record, ça, oui. C'est le champion de la journée, quoi. Ah, c'est un truc de fou. C'est le seul catcheur de l'histoire. Ouais, c'est le seul catcheur à avoir fait ça avec le titre intercontinental. Le gagner la veille, le perdre le lendemain. Il a fait 2 fois, 2013-2014. Bah, Thierry, t'as pensé quoi? Et puis du coup, la transition de Renault est assez bonne parce que on peut packager de toute façon aussi avec le match de Raw tant qu'à faire qui était l'opener. Donc en plus, ça c'était même pas 24 heures après. Je suis comme Renault aussi. Ce match m'a pas beaucoup accroché. Déjà du fait que le Miz contre Dolph Ziggler, c'est du vu et revu. C'est comme du John Cena Randy Orton, moi ça commence un peu à me saouler ce genre de match qui se répète. Et le fait qu'il y ait les doublures en plus, mais mon Dieu quoi. Damien Sandow, à la limite, le fait qu'il copie des catcheurs, pourquoi pas. Le fait qu'il ait copié le Miz, je me suis dit bon pour un show ça suffit, mais là faire dans la continuité et faire ça tout le temps, voilà ça commence un peu à peser. Alors oui c'est du catch, mais voilà. Et pareil pour R-Truth quoi, mais R-Truth, voilà pourquoi lui non aussi je me pose la question. Donc c'est lui perso que moi je me pose la question encore. Sando, bon, voilà rigueur. Pour ce qui est, le match après, voilà, c'est vrai que Dolph Ziggler nous sort toujours des bonnes prises. Le Miz, j'avais déjà dit lors de mon intervention à Battleground que j'aimais pas beaucoup cette gimmick de justement du moneymaker qui n'aime pas beaucoup catcher parce qu'il ne veut pas mon Dieu se blesser le visage. Alors voilà, ce match dans l'ensemble, je l'ai pas beaucoup apprécié, à part quelques prises de Dolph Ziggler, mais les doublures, arrêtez ça quoi. Arrêtez s'il vous plaît. Je vous conjure d'arrêter ça, même si je sais qu'ils vont encore continuer un certain temps quoi. Et arrêter aussi les guest commentateurs, non, ce serait pas une bonne idée parce qu'il y avait les deux là de Florida Georgia Line. Je sais même pas qui c'est d'ailleurs ces mecs. C'est ces deux gars, moi non plus, je les connais pas, mais bon, ils feront la musique Tribute to the Troops. De ce que j'ai compris, donc voilà. On les a entendus, on les a même vu avoir une interaction avec Damien Mizdo, donc voilà, ok. C'était assez gênant, quoi. Et d'ailleurs, Renaud, je suis tout à fait d'accord avec toi du fait que Damien Sandow a du potentiel et d'ailleurs je pense qu'il aurait dû garder sa gimmick de l'intellectuel sauveur parce que c'est vrai que c'est une gimmick qui lui allait très bien. Et d'ailleurs, je suis aussi un petit peu déçu du fait qu'il n'ait pas réussi à gagner un titre en cachant sa mallette parce que ça aurait pu lui offrir un push mais totalement énorme. Et voilà, c'est vrai que là, il est plutôt mal parti. Alors même si ça lui offre du temps d'antenne, qu'on puisse le voir à la télé et tout, mais bon, ça le ridiculise un peu quoi. Il est dans l'ombre du Miz, il a plus sa personnalité, il n'a plus sa propre gimmick quoi. C'est triste. Complètement. Ouais, voilà. Et puis après, c'est vrai que le titre intercontinental, il a toujours un peu de mal à avoir une certaine légitimité, entre guillemets. Il y a ces changements express comme ça qui ont pas vraiment de signification, les titres qui s'empilent, et puis, bof, je trouve c'est pas... Vivement le retour de Wade Barrett, hein. Ça fait jamais de bien un titre de changer de propriétaire très vite comme ça. Le titre intercontinental, de toute façon, il est tellement à un niveau là que bon. Voilà. En plus, ça fait 2 fois avec le même, comme tu l'as dit précédemment, donc, du coup, forcément, ça commence à être, assez pénible. À mon avis, je pense que la WWE a voulu créer une sorte de surprise. Voilà, comme c'est vrai que des fois, lorsqu'on voit un pay-per-view arriver, on connaît déjà les résultats, voilà, du fait que tel champion ne va pas perdre de titre ce soir-là et tout. Peut-être qu'ils se sont dit, allez, on va faire un petit kiff, on va créer une sorte de surprise en faisant perdre de titre justement à Dolph Ziggler et le faire récupérer le lendemain. Donc voilà. Je pense que t'as raison. Ben ouais. Puis surtout, ça a déçu tellement de gens. Je pense que le Miz est gagné à Night of Champions que forcément, ouais, voilà, ils ont voulu équilibrer. Ça, c'est sûr. Donc. Et d'ailleurs, tant mieux qu'il ait récupéré Dolph Ziggler parce que sinon. Oui, voilà, parce que quand même, il mérite quand même. On le sait, il y avait la frustration déjà de son titre poids lourd à l'époque qui s'était achevé de manière assez rapide à cause de la commotion. Donc, du coup.
c'était pas fameux, donc voilà, c'est ça qui est dommage. Donc bon, mais on peut passer au match qui suit, je pense. C'était pas vraiment un match parce que même si dans les faits, ben, comme précédemment, comme une autre fois, ben, Seth Rollins l'a encore emporté, mais par forfait, c'est sa spécialité. Forcément, vu que Roman Reigns, ben, la veille, s'est fait opérer en urgence d'une hernie inguinale. Me demandez pas trop ce que c'est parce que je suis pas très médecin, mais bon, voilà. Je sais. Ça. Ah, vas-y, Docteur Renaud. Oh. Ouais, Docteur Renaud, Mister Renard. Yeah. En fait, c'est l'intestin qui a étranglé l'hernie. Donc ils ont été obligés d'opérer et de voilà. Ça, je suis un bon docteur. Hein. Non mais c'est ça en gros, c'est l'intestin qui entoure l'hernie, donc ils ont été obligés d'enlever l'hernie et de remettre bien l'intestin en place. Donc c'est assez lourd comme opération et c'est pour ça qu'il va avoir plusieurs mois de repos. Il a dû en chier, le pauvre. Il a dû avoir une douleur mais atroce. D'ailleurs, c'est ce qu'il paraît, hein, que le mec s'est réveillé, il a appelé en urgence le médecin de la WWE qui lui a dit on part vite à l'hôpital voir ce qui se passe parce que il se tordait de douleur comme pas possible. Donc j'imagine même pas le truc quoi. Ouais, il a fallu opérer de suite. Et puis ben merci pour vos réactions sur le chat. Et là il y a Doc Vance qui dit que le retour d'Ambrose était attendu vu que à la place donc de ce match, c'était un peu cousu parce qu'on le savait que Dean Ambrose allait revenir le lendemain, c'était déjà un peu annoncé. Et puis Seth Rollins a lancé l'Open Challenge et puis là on a vu arriver Dean Ambrose avec un taxi. Voilà, il s'est tout de suite attaqué à Seth Rollins, ce qu'on attendait, ce qu'on a toujours attendu, et peut-être pour moi la rivalité qui aura le plus de sel s'ils arrivent à bien la faire, quoique il y a une autre inconnue qui est arrivée d'un coup comme un chien dans un jeu de quilles, ça on l'a vu après dans le main event, mais en attendant, bon, on le sait que ça reviendra vers cette rivalité qui est quand même intéressante, non, ça, Thierry, c'est ce que ça t'emballe, cette rivalité? La rivalité, Seth Rollins-Dean Ambrose? Ouais, voilà, ouais, parce qu'on sait de toute façon que celle-là, tant qu'ils sont pas faits sur la durée, voilà. Déjà, permettez-moi de rectifier mon avis, finalement, le match Seth Rollins-Roman Reigns, c'est le match de la soirée, quoi. Il était tellement excellent, mais du début à la fin, on se régale, quoi. Non, honnêtement, ce match, je veux dire, la rivalité, dans l'ensemble, j'aime beaucoup le fait que Dean Ambrose se comporte un peu à la Stone Cold en arrivant de n'importe où pour casser la gueule à Seth Rollins. Par contre, faudrait qu'il pense à terminer la rivalité pour que Dean Ambrose puisse se concentrer sur autre chose, parce qu'il va pas passer sa vie à courir après Seth Rollins, quoi. Je veux dire, faudra bien qu'il passe à autre chose un jour ou autre, quoi. C'est compliqué parce que là où on pensait que la rivalité aurait pu se développer, c'est là qu'on a appris qu'il devait tourner un film, donc il s'est absenté, qu'il y a eu le coup des pare-pairs. Voilà, donc du coup l'absence. Là où on avait vraiment un vrai match et c'était le seul vrai match entre les deux. Et donc maintenant, on attend vraiment 2 matchs, je pense. En espérant que ça commence à Hell in a Cell, mais bon, il y a l'inconnu John Cena qui peut troubler tout ça, c'est ça qui serait dommage. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà. Après, ouais, Top Level aussi sur le chat qui signale qu'il a pas payé le taxi. Ah, ça, c'est vrai qu'on l'a pas vu là, il est sorti direct, hein. C'est pas bien ça. D'ailleurs, ils auraient pu faire quelque chose, la WWE, avec l'Open Challenge, éventuellement. Bon, c'est vrai que les Open Challenge, on s'attend soit à avoir la personne qui est en rivalité avec le catcheur intervenir, soit éventuellement voir les débuts d'un certain catcheur. Et peut-être qu'ils auraient pu en profiter pour faire les débuts d'un catcheur. Par exemple, Adrian Neville et Sami Zayn qui ont déjà fait un match à Raw. Bon, c'était pour promouvoir NXT Takeover, mais j'aurais bien vu un match Adrian Neville. Bon, c'est vrai qu'il est champion, ou alors Sami Zayn contre Seth Rollins à Night of Champions, ça aurait donné un très bon match. Ils se connaissent les deux, donc après tout, oui. En plus. C'est pas un territoire inconnu, donc mais après il faut voir, non, dans l'immédiat, comme tu le vois après, au lendemain à Raw, on le voit bien qu'ils sont vraiment partis dans un délire, hein. Un truc qui brouille les cartes avec John Cena au milieu, on sait pas qu'est-ce qu'il fait là, mais bon, tant pis. On en parlera dans le main event, peut-être, si on essaie d'y trouver une signification. Mais donc, on va passer au match suivant, du coup, après ce brawl. Ah, tu voulais rajouter quelque chose, Renaud, vas-y. Ouais, juste un petit truc, parce que déjà, ils sont pas affrontés en pay-per-view, donc il serait temps vraiment qu'ils s'affrontent dans un vrai match. Ben ouais. Même si je crois...
Ils se sont pas affrontés à Battleground? Ah oui, non, ils sont affrontés au SummerSlam, c'est vrai, ils sont affrontés au SummerSlam. Voilà, SummerSlam dans un Lumberjack match. Ouais, mais dans un Lumberjack match avec beaucoup de monde au milieu, ce qui fait que ça coupait même les prises entre eux. Alors, excusez-moi, c'est juste pour préciser, j'avais détesté ce match à l'époque, c'est pour ça que je l'ai oublié. Voilà, bon, aussi l'a détesté, moi je l'ai pas détesté, mais je veux dire, il y avait tellement de monde au milieu, qu'on les laisse vraiment, qu'on les enferme dans une cage ou qu'on les mette bien en 1 contre 1, la rivalité est tellement bonne entre les deux, ils peuvent nous offrir tellement du bon, ils sont énormes les deux, donc ça peut être un très bon match. Ce que je voulais dire aussi très vite, c'est que mine de rien, Seth Rollins, en gagnant encore par forfait là, comme il avait gagné aussi à Battleground par forfait, ça lui fait sa 7e victoire de suite en pay-per-view. C'est vrai. Ah, quand même. 7 victoires de suite en pay-per-view, c'est-à-dire que le mec, la dernière fois qu'il a perdu, c'était à Elimination Chamber 2014, dans un match à 3 contre 3 contre les Wyatt. Ce qui est assez énorme. Voilà, je voulais le préciser tout de même, parce que 7 victoires de suite en pay-per-view, même s'il y a du forfait, fallait le souligner. Ah non, c'est bien, parce que bon, il y a que 2 forfaits dans le lot, donc il y en a quand même 5 autres victoires. Même si, bon, pour l'instant, on attend vraiment une victoire significative en solo, parce que Lumberjack n'en est pas vraiment une à mon avis, donc la preuve, sinon ils auraient conclu là-dessus la rivalité, ils seraient pas allés beaucoup plus loin, ils l'auraient pas reprise en tout cas, donc bon, quelque chose de positif en vue, on verra bien. Oui. Ouais. Donc en attendant, c'est peut-être quelque chose d'un peu moins positif, je sais pas votre point de vue, mais en tout cas c'est le mien. Là, c'était le match entre Rusev et Mark Henry, donc qui s'est terminé par une victoire de Rusev par soumission, enfin arrêt de l'arbitre même carrément. Après 9 minutes 0-1. Et ouais, moi, je sais pas vous, mais franchement, c'est sûr que nous, n'étant pas américains, on a du mal à rentrer dans ce genre de rivalité où en plus on en a le catcheur en face n'est pas un catcheur non plus. Mark Henry, bon, il est sympa tout ça, mais c'est pas le catcheur le plus agréable à voir in ring. Oh, ouais. Et puis surtout maintenant qu'il est un peu cassé de partout et puis qu'il est très proche de la retraite. Et puis là, c'est vrai que bon, le truc Russie contre États-Unis, ou plutôt le truc anti-américain, parce que c'est même beaucoup plus anti-américain. Alors on s'en fout de notre point de vue de franchouillard par exemple, ou même d'européens, hein. On le voit que c'est une rivalité qui n'emballe peut-être même pas les Américains, c'est dire. Renaud d'ailleurs, t'as la pensée quoi non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire à 100%. C'est sans doute la première fois que je me suis bien ennuyé devant un match de Rusev. Bon, même si j'aime toujours autant son énergie et ses kicks, c'est vrai que son super kick, il est terrible et terriblement beau à voir. Mais Mark Henry me gave. Je le suis depuis ses débuts, Mark Henry. Depuis les tout débuts, il est arrivé en 96, Mark Henry. Même s'il explose vraiment en 98. Mais bon, c'est abusé, quoi. On a rien à foutre de ce match. C'est très lent, c'est très chiant. Comparé au match contre Biggie, non, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est qui pour stopper Rusev, quoi. C'est un peu la question du moment, parce que va bien falloir que quelqu'un le stoppe. Alors, ce sera qui? John Cena? Mais on envoie des chemins, parce que peut-être je vais éviter à Thierry la douleur d'analyser précisément ce match, mais plus d'aller voir vers la direction, parce qu'il y a beaucoup de directions, Rusev. Parce que là, bon, mais là, c'était vraiment, on avait vu, bon, Jack Swagger, là, ensuite Mark Henry, c'est tout gentil, tu sais très bien qu'il va gagner, Rusev. Donc ensuite, bon, ben, c'est vrai qu'il y a le Big Show, d'ailleurs, il y a un match entre les deux à SmackDown, donc voilà. Mais ensuite, voilà, il y a Sheamus qui le veut comme challenger au titre des États-Unis pour le symbole. Là, ça pourrait être un palier pour Rusev, clairement, à voir. Et puis ensuite, oui, pour aller vers John Cena, parce que de toute façon, c'est pas à l'ordre du jour actuellement, on est très loin. Donc, et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, Renaud, par exemple, en prenant le match Sheamus-Cesaro, du fait que c'était un match d'homme avec celui qui avait la plus grosse. Là, on a eu justement l'effet contraire. Ça a un peu contredit ce que tu disais, c'est pas forcément parce que tu as deux mastodontes qui s'affrontent que tu vas forcément un bon match. Alors peut-être que Rusev était un petit peu limité sur ses prises à cause de Mark Henry qui n'était pas très en forme. J'avais l'impression qu'il était vraiment pas en forme pour catcher. Donc oui, peut-être qu'il a été limité au niveau de ses prises à cause de ça, mais bon, dans tous les cas, le fait qu'il ait fait abandonner Mark Henry, ça le glorifie un petit peu plus. Et j'attends de voir avec impatience qui va affronter pour le prochain match. Alors c'est comme vous, je pense, soit le Big Show, soit Sheamus, soit John Cena. Par contre, pour ce qui est de John Cena, s'il affronte John Cena dans un pay-per-view, je pense que John Cena gagnera parce qu'il ne pourra pas abandonner face à Rusev. Ben voilà, c'est là presque qu'on attend la première défaite de Rusev d'ailleurs. Ouais, Thierry, justement, ça me fait penser à un match qui était arrivé, une rivalité qui était arrivée, c'était que je dise pas de bêtises, c'était fin 2006, début 2007, où tu avais à l'époque Umaga, qui est décédé depuis,
c'est un peu le même genre de gabarit que Rousseff. Bah, je pense que tu connais Umaga. C'est un peu c'est un peu le même genre de gabarit de Rousseff qui faisait beaucoup de kicks aussi d'ailleurs, des super kicks, tout ça. Alors la feud elle était pas du tout anti-américain, c'est pas ça. Mais Umaga gagnait match sur match. Il était invaincu jusqu'à ce qu'il tombe sur, bien sûr, John Cena, et sa première défaite a été contre John Cena. Oh là là, je sens trop venir en fait. Donc, sincèrement, je trouve que Rousseff me rappelle un peu Umaga, et cette chose-là peut arriver. Alors, est-ce que Rousseff perdra avant? Là, John Cena est occupé de son côté. Je sais pas. Mais ça peut arriver, quoi. Ça peut arriver. Je pense que John Cena, en bon américain, en plus, alors lui, il représente aussi toutes les valeurs. Vraiment stopper Rousseff. Oui. C'est l'américain. Lui, il a toutes les valeurs. Ce personnage du Marine, voilà, c'est ça. Ouais. C'est sûr. Et Marc-Henry, par contre, je vais être cash sur Marc-Henry, mais faut arrêter, quoi. Ah oui, non, mais son dernier match en pay-per-view, c'était au Survivor 2013, si j'ai pas de bêtises, contre Ryback. C'était très quelconque. Vraiment, à oublier. Non, mais c'est rien contre lui, mais c'est vrai que... Non, mais moi non plus, en plus, parce que... Et puis de l'autre, l'opposé à Rousseff, alors que bon, le gars en plus, il est rappelé qu'aux Jeux Olympiques, il a rien foutu. Il faut quand même quelqu'un qui ait foutu quelque chose aux Jeux Olympiques. Bon, on passe d'entrée à Kurt Angle, bien sûr, mais pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Et non. Voilà. Et Top Level, lui, qui dit sur le chat que Rousseff, quand même, a pu mettre over Jack Swagger. C'est vrai, mine de rien. Jack Swagger a gagné de la pourquoi ils n'ont pas continué un peu plus, ça aussi, ils en ont fait qu'un de pay-per-view au final entre Rousseff et Swagger. Match en pay-per-view, je parle. Après, c'est vrai qu'en weekly, ils sont un peu plus rencontrés. Mais c'est parce qu'ils sont sur le truc que dès que Swagger a perdu sur une grande scène, c'est fini, c'est comme Henry. Il y a une revanche après, puis ensuite, il y a une revanche après en weekly, mais sinon après, c'est fini, quoi. Voilà. Ouais. Je pense aussi que les scripts ceux qui écrivaient le script ont dû se dire, Jack Swagger n'est pas assez puissant pour affronter Rousseff. Il faut qu'on lui mette quelque chose de plus costaud. Donc c'est pour ça que voilà, à peine et en gros ils ont torché le cas de Jack Swagger et en une défaite c'était fini pour lui, quoi. Après c'est passé à autre chose, quoi. Quoique c'est allé un peu plus loin, c'est vrai en fait. Vincent nous dit, oui c'est vrai que il y a eu un match précédent qui s'était achevé par une victoire assez cheap de Rousseff. Et ensuite, il y avait eu le flag match. Donc, en fait, il y a eu 2 matchs, je crois, en pay-per-view dans la rivalité. Ce qui fait que, Et puis, il y a eu, c'est vrai, il y a eu Biggie aussi, donc, avant. Donc, c'est vrai que, Biggie, le pauvre. Je l'avais oublié, moi, avant de le revoir contre Seth Rollins à Main Event la semaine d'avant, Night of Champions, justement. Donc, forcément, voilà. Mais sinon, juste le truc... On l'a plus revu depuis, lui, d'ailleurs. Ben, voilà, ouais. Là, il a revu un Main Event récemment, Bruce, mais c'est vrai que c'est triste, encore une fois. Je veux pas dévier de sujet, mais Biggie, c'est vraiment pas un mauvais catcheur. Il a montré des qualités, il a vraiment fait un bon match contre Seth Rollins, donc. Bah voilà, encore une fois, la preuve. Non, c'est un très bon gars, Biggie, dans le ring. Très intéressant. Eh ouais. Mais donc, là, j'ai la réaction aussi de Doc Vince sur le chat, donc, qui dit que Mark Henry a juste été utile pour pousser Rousseff et donner du hit. Ça me permet, on va dire en quelque sorte, d'embrayer sur le match suivant, vu que Chris Jericho, c'est un peu c'est carrément son rôle depuis son deuxième retour à la WWE, de pusher à chaque fois, enfin de relancer en quelque sorte celui qui l'affronte. Et donc après Bray Wyatt, c'est arrivé, ça s'est fini dans un Steel Cage match à Raw, malheureusement pas en pay-per-view. C'est Randy Orton qui est proposé un petit peu comme ça, vite fait. Et donc Randy Orton s'est imposé après 16 minutes 21 secondes. T'as pensé quoi, Renaud? Alors déjà, j'ai trouvé ça hallucinant qu'en 2014, la WWE nous propose encore un Orton Jericho. C'est juste hallucinant, quoi. C'est vrai, c'est exactement ça, quoi. Mais ouais, je veux dire, franchement, faut juste arrêter de nous prendre pour des billes, quoi. À un moment donné. Et puis en plus, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il y a rien, quoi, autour. Il y a rien autour de ce match. Il y a eu quelques trucs vite fait. Là, il y a eu encore un petit truc en pré-show, à ce que j'ai compris, mais il y a rien. Non, mais en fait, je vais me permettre de te répondre à ta question, Renaud. Pourquoi ils ont mis ce match? En fait, c'est parce que donc comme vous avez pu voir, Jericho en a fini avec la WWE pour le moment. Il est parti en tournée avec Fozzy. Mais apparemment, Orton a pris aussi des vacances. Donc, ce qui fait que après le pay-per-view, il fallait qu'il y ait un match entre Jericho, fallait qu'il y trouve un match. Dans tous les cas, un seul match puisqu'il n'y aurait pas de revanche. Et comme Randy Orton lui aussi en avait un petit peu marre.
qui apparemment voulaient prendre un peu de vacances, ils se sont dit qu'ils pourraient mettre ces deux personnes qui se sont déjà affrontées justement dans le passé 2007 justement avec le retour de Jericho en tant que sauveur contre Randy Orton champion. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, hein, Renaud. C'est du vu et revu encore une fois, et c'est vrai que le match a été justifié, mais juste par une agression, quoi. C'est totalement débile, quoi. Voilà, alors exactement. Alors tu parlais justement de 2007. Cet affrontement, il avait été énorme. Il avait été énorme. C'était Armageddon en main event où Orton défendait sa ceinture contre Jericho qui venait de revenir, même si JBL nous avait gâché la fin du match. Mais ça avait été un super combat, très très bon. Hein. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous n'avez pas vu ce match, allez-y. Hein, si vous en avez marre. Foncez le voir. Ouais. Les derniers Jericho Orton qui sont aussi pas mal. Attention, en weekly aussi, ils en ont fait des très bons. Mais si vous voulez voir un très bon en pay-per-view, c'est celui-là, Armageddon 2007. N'hésitez pas. Sinon, ça reste plutôt bon, c'est pas non plus mauvais, attention, hein, je dis pas que c'est nul, que c'est mauvais, ça reste plutôt bon et solide. Le problème c'est que quand Randy Orton il domine, c'est pas nouveau, mais c'est très très lent, c'est très très lent, c'est très très chiant. Exact. Il y a rien autour du match, il y a rien autour du match, donc on n'a même pas vraiment envie de le voir ce match, même si on les aime bien, surtout Jericho. Mais on n'est pas non plus pris par une histoire autour. Ça fait que Orton il domine et c'est lent. Le RKO, bien qu'il soit très beau, il en a fait des très bons sur Seth Rollins comme ça, un sur CM Punk à WrestleMania 27. Mais là, on le voit venir à 5 km ce RKO là, même s'il est beau à voir. On le voit venir, on le voit le temps de préparation. Et puis il y a un truc que souligne Doc Vince aussi, c'est que là aussi il a fait justement ce RKO qui vient vraiment de façon vu comme pas possible, c'est que quand même c'est pas très réaliste du fait que quand même Chris Jericho, donc comme vous l'avez rappelé, donc a tellement affronté Orton que quand même c'est grotesque de faire croire qu'il peut se faire avoir comme ça, comme un bleu littéralement. C'est vrai. Oui, il se fait avoir encore comme ça. Ça me rappelle aussi Hogan et Ric Flair. Les mecs se sont affrontés, ils s'étaient affrontés 20 fois par an. Et puis Hogan, à chaque fois que Ric Flair se mettait à genoux, qu'il lui disait non, surtout me touche pas, il lui foutait un low blow, quoi. Hogan, il le voyait jamais venir. Il se faisait toujours péter les couilles à tous les matchs, alors qu'à chaque match c'était comme ça. Mais oui, il a raison, c'est vrai, ça aussi, c'est le problème de booking, c'est des trucs que tu vois arriver et c'est pas logique. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas pu introduire et introniser Bray Wyatt dans ce match? Pourquoi on n'a pas fait un triple threat match? Pourquoi Bray Wyatt? Je pense que c'est parce que Jericho, Orton, c'est un peu, disons, en gros, on les met dans le pay-per-view parce que c'est des gros noms, en fait, tout simplement, je pense. Non, mais moi, je vois très très bien ce que Thierry veut dire sur ça. C'est plus avec Orton parce qu'on le voit déjà que la rivalité Roman Reigns, elle était très bancale. Ils ont du mal la WWE, ils veulent lui faire plaisir en le mettant en avant, mais ils ont rien de vraiment très. Voilà, ils se forcent, j'ai l'impression, à le mettre en avant avec Randy Orton. Encore, Jericho, j'ai rien contre lui parce qu'on le voit qu'à chaque fois, il a aidé à monter Wyatt et la WWE n'a pas capitalisé dessus après le Stick match. Ils auraient dû. En tout cas, voilà, moi je trouve, et ça aurait pas été surprenant, moi ça m'aurait pas choqué de voir Bray Wyatt et un petit triple threat match entre les trois. Voilà, ça aurait changé un peu. Il y aurait eu des phases Jericho Orton en 1 contre 1, bien sûr, pendant le match, mais au moins Bray Wyatt aurait apporté cette touche un peu de nouveau, quoi, dans ce match-là. Et en plus, ça suivait aussi le fait qu'il avait affronté Jericho, donc bon, même si c'est vrai que ça s'est terminé en cage. Enfin bref, on va pas refaire l'histoire, ça s'est pas fait. Mais je trouve que la WWE, là, nous prend un peu pour débile et c'est dommage. Peut-être qu'ils ont juste fait le lien avec l'intervention de Jericho pour troller un peu Stephanie McMahon du fait qu'elle s'était fait arrêter. Et donc, t'as un petit peu la rivalité entre Jericho et l'autorité, et que comme il fallait qu'il affronte quelqu'un qui représente l'autorité et que Randy Orton représente l'autorité actuellement, voilà, ils se sont servis de ce petit segment de même pas 5 minutes pour les intégrer dans un match entre les deux, et puis voilà, quoi. Ouais, complètement. Ouais, et puis moi je finirai avec un truc qui me fait plaisir, Doc Vince là, qui me rappelle quelque chose de très bien, c'est qu'il faut mettre Christian face à Orton, là au moins, dans la rivalité variée, là il y avait de bonnes choses. One more match. Allez. Ouais, il a complètement raison, les Christian Orton encore aujourd'hui, tu les regardes, c'est du 5 étoiles, c'est du très très bon. Voilà, bon, si vous me lisez la WWE, allez-y. Donc voilà, bon on peut passer au prochain match, je pense. C'était un threat match pour le titre des Divas. Donc la dernière fois on parlait, donc il y avait eu 2 matchs Divas à SummerSlam, c'était donc d'un côté Edge et Lee contre Paige et de l'autre c'était donc Brie contre Stephanie McMahon, donc avec Nikki Bella qui est intervenue, et donc il y avait 2 rivalités et ils les ont croisées. Et ce qui fait qu'on a donc ce match à 3 avec donc Edge qui a repris le titre, elle a battu Paige et Nikki Bella en faisant donc sa soumission habituelle sur Paige après 7 minutes 42. T'as pensé quoi, Thierry? Là, mon avis personnel actuel, j'ai l'impression que le titre Diva, c'est le titre intercontinental féminin, en gros.
C'est-à-dire que c'est comme le titre intercontinental actuel entre hommes, ils arrêtent pas de se le passer, et là c'est pareil avec le titre d'Eva, quoi. Un coup c'est Page, un coup c'est AJ. Alors le match dans l'ensemble, rien à redire, même si Nikki Bella, voilà, j'ai l'impression qu'elle est dans le match simplement à cause de son intervention contre sa sœur. Moi j'aurais plutôt vu justement un match entre Nikki Bella et Brie Bella, Night of Champions, peut-être qu'ils réservent ça pour un peu plus tard. Mais bon, voilà quoi. AJ et Page, ça commence à durer aussi. Après, c'est vrai qu'en même temps, c'est un peu les deux meilleures catcheuses actuelles. Mais oui. bon, voilà. Après, au niveau du résultat, ça crée aussi de la surprise. Donc, peut-être qu'ils auraient pu faire le coup du refaire gagner le titre à Page à Raw, mais ils l'ont pas fait. Donc, voilà. Peut-être que nous aurons encore une suite à voir. Bah ouais, parce que le fait que Page ait pris la soumission, ça lui fait quand même, je pense qu'elle a quand même un rematch automatique. Et puis, le fait qu'AJ Lee fasse tomber sur Page, ça fait que finalement, Nikki Bella, elle a servi à rien. Elle est vraiment rajoutée comme ça. Elle a fait quelques prises et puis bye bye. Sinon, hein. T'es pas dans la rivalité. On reste entre AJ et Page. Et puis, voilà, repart avec Brie, comme on a vu le lendemain encore. Et puis voilà, je pense que c'est ça. De toute façon, le lendemain, Nikki Bella a encore perdu nettement contre AJ, donc à partir de là, elle est pas vraiment dans cette rivalité. Il faut la finir une bonne fois pour toutes avec un dernier rematch. Et puis c'est bon, parce que c'est vrai qu'elle dure. Elle est très bonne, mais malheureusement, ils y donnent pas assez de sel et peut-être pas assez des matchs assez longs, pas assez de consistance à mon goût. Donc du coup, là encore, 7 minutes 42 à 3, c'est assez léger, je trouve. Après bon, ouais, c'est vrai. Après, un quart d'heure pour pas être plus longtemps non plus. Quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. Mais bon. C'est sûr que s'ils veulent vraiment donner une réelle visibilité au titre d'Ivoire, faut bien implanter de tête forte et puis ne pas y mettre des éléments qui n'ont pas leur place à côté, je trouve. Voilà. Même si je le reconnais que la rivalité entre AJ et Page, disons la storyline, si on peut dire, est quand même bien trouvée. Ouais, c'est vrai, il y a quelques bons points après. Bon, je suis pas très emballé moi perso. Ils ont coupé aussi la story en intégrant Brie parce qu'elle était dans la continuité de ce qui s'est passé avec Stéphanie. Elle a aidé Stéphanie au SummerSlam. Et qui tu t'es trompé? J'ai dit Brie. T'as fait comme PG à SmackDown, t'as dit Brie, oui. Je suis un spécialiste des divas. Donc oui, elle a coupé ça a coupé la rivalité. Donc Stéphanie a aidé Nikki parce que enfin, Nikki a aidé Stéphanie au SummerSlam, donc Stéphanie l'a mis. Tu peux dire les deux, hein. Dans oui, voilà, les deux. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que les deux jumelles ne sont pas affrontées à la nuit des champions parce qu'elles sont pas championnes. Donc, ils ont pas mis pour pas faire 2 matchs de diva encore comme il y avait au SummerSlam. Mais les deux jumelles s'affronteront dans un prochain pay-per-view sans doute. Ouais. Peut-être qu'il y aura, voilà, on verra bien, mais. Ou un four-way carrément. Ou un four-way, peut-être qu'ils réservent ça. Mais je pense que c'est ça. C'était histoire un peu de casser le fait d'avoir un Page, AJ, une contre une. Parce qu'on a déjà eu, donc ils ont mis Nikki qui elle avait aidé Stéphanie, mais c'est clair que Nikki n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Ouais. Et d'ailleurs à ce sujet, le mot de la fin, je crois, pour analyser ce match, Top Level qui dit merci de retirer Nikki Bella des programmes liés au catch professionnel. Je t'applaudis. Ah, il est bon. Je pense qu'on va passer au main event maintenant, avec cette fin controversée, avec surprise. Voilà, John Cena qui a battu Brock Lesnar, sauf que c'était par disqualification suite à une intervention venue de nulle part complètement. Seth Rollins, pour ma part, là, vraiment, what the fuck, littéralement, j'ai pensé, là, qui est venu frapper Cena avec sa mallette Money in the Bank. Ensuite, il a mis le curse stomp à Brock Lesnar, donc c'était parti, on va y aller pour le cash. Sauf que, bon, bien sûr, ce n'est pas arrivé, vu que John Cena était encore là, il n'était pas à terre. Donc voilà, Seth Rollins s'est enfui, et puis ensuite ça a fini à Brock Lesnar quand même, ils ont pas oublié qu'il fallait le laisser fort pour la dernière image, donc il a mis un F5, et c'était bon, sinon le match du coup n'a duré que 14 minutes 10, et Brock Lesnar donc reste bien sûr le champion du monde poids lourd de la WWE. Voilà, j'ai dit tout je crois, sur son intitulé, c'est pas mal. Donc Renaud, t'as pensé quoi? Moi j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le booking qui permet aussi de rendre Cena crédible face à Lesnar, même si Lesnar reste un monstre, bien sûr. On savait de toute façon que ça allait pas faire comme au SummerSlam, parce que bon, ça se voit qu'une fois dans une vie, limite. Ah oui. Donc, que ça soit dans les... Justement pour rebondir, c'est vrai que refaire un petit peu le même genre, quand tu sais ce que Cena rapporte à la WWE, ça serait très très mauvais pour eux déjà, voilà. Carrément. Ah ouais, non, mais de toute façon dans les deux sens. Je veux dire, Cena tu peux le mettre à mal une fois de temps en temps, mais pas sur la durée. Voilà, faut pas déconner non plus un mois après. Cena ne pouvait pas se reprendre une rousse comme il s'était pris
au SummerSlam, et Lesnar ne peut de toute façon pas te prendre de rousse tout court. Donc ça allait pas arriver. Je trouve que la fin ne décrédite pas vraiment les deux, même si Lesnar aurait subi le tombé. Je pense qu'il ne serait pas relevé Lesnar si Rollins serait pas arrivé. Mais je pense que ça finit bien pour les deux, parce qu'au final c'est Cena qui finit aussi au sol avec le F5 à la fin. Donc les deux vont continuer à s'affronter, et je pense qu'ils s'affronteront dans le prochain pay-per-view. En parlant de Rollins, même si moi aussi je l'ai pas vu venir cette Rollins, par contre ça m'a fait vraiment plaisir de le voir côtoyer Lesnar et Cena, même si ça a duré pas longtemps, ça m'a mis en joie. Bah oui, qu'il le fasse une fois, parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire qu'il les aurait jamais côtoyés, vu que ils sont entre guillemets trop hauts pour lui, finalement. Ben ouais. Ils ont osé le mettre, allez, ont osé le mettre là en pay-per-view au milieu d'eux, le curb stomp sur Lesnar, il est énorme, il est parfaitement vendu par Brock Lesnar, quoi. Il est super bien fait. Et en parlant d'ailleurs de vendre les prises, Brock Lesnar, c'est un spécialiste, hein, parce que malgré son gabarit et tout, moi je repense encore au Chokeslam qui se prenait contre l'Undertaker en 2003. Faut les voir, hein, les Chokeslam de l'Undertaker sur Brock Lesnar en 2003, c'était de la bombe. Le mec est un spécialiste pour vendre les prises, et là je trouve que le curb stomp il vend parfaitement. Bon, franchement, moi aussi, j'ai bien apprécié, puisque c'était pas dans un sens. On pouvait pas refaire encore un combat, comme on disait tout à l'heure, dans un sens. Donc là, c'est plus un match de catch où je domine, toi tu domines, c'est bien, les deux se sont bien donnés, et ça m'a fait plaisir, et Rollins à la fin, de le voir côtoyer les deux, ça m'a bien fait plaisir. Donc ouais, un bon main event pour moi. Mais écoutez, moi, je suis un petit peu de l'avis de Doug Vince, décidément. J'étais quand même un peu... C'est ton frère, avoue-le. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis donc non, parce que on est dans le schéma caricatural du Cena qui ne peut faire que des prises finishers. C'est ça qui est dommage. J'aurais bien aimé une ou deux prises de transition, parce qu'il y en a quand même rajouté. Je sais que contre Lesnar c'est compliqué, mais Lesnar lui est quand même arrivé à faire plusieurs prises, or que c'est prises de finition. D'ailleurs, il a fait aucun F5 dans le match, il me semble. Donc il a fait une fois la Kimura Lock, mais le reste du temps, c'était pas du tout ses finishers. Alors que Cena, si on fait le compte de ses prises, il n'a fait que du F5, que de l'attitude adjustment et que du STF. Donc à partir de là, c'est ça qui est couillon, quoi. J'aurais bien aimé qu'il fasse d'autres prises, et puis la durée, c'est dommage, parce que t'arrives avec un pay-per-view qui fait 2h45, on l'a vu qu'il pouvait durer 25 minutes, on me dit 5 minutes de plus, allez-y. Mais même pas. C'est ça qui est dommage après l'arrivée. Et puis c'est vrai qu'on avait eu donc Doug Vince se rappelle le schéma de Brock Lesnar qui avait démarré direct par le F5 à SummerSlam, et là cette fois-ci c'est Cena. C'était un peu attendu qu'il démarrait donc que par l'attitude adjustment direct. Donc Thierry, t'as pensé quoi? Bah, vous avez tout dit au niveau de nos pensées, monsieur. Non, c'est vrai que je suis assez d'accord. Le match je l'ai apprécié. C'est vrai que ça faisait du bien de voir un match qui n'était pas que dans un seul sens. Mais je reste quand même un petit peu sceptique à cause de la fin, parce que je pense qu'il ne voulait pas faire perdre Cena par un deuxième tombé, du fait qu'il ne voulait, comme disait Renaud, il ne voulait pas le faire. C'est évident. Voilà, ça paraissait un petit peu évident. Je me demande s'il fera un jour un affrontement entre Lesnar et Cena avec comme optique que Cena ne soit pas champion. À mon avis, ce sera pas ça. Donc, si s'affronte encore une fois, à mon avis, Cena sera champion. Eh ben justement, moi de mon côté, je ne pense pas que Cena réaffrontera Lesnar, parce que justement, je le vois bien parti affronter justement, à essayer d'affronter Seth Rollins, ou pourquoi pas Dean Ambrose, parce que si tous les deux se prennent le chou à savoir qui aura Dean Ambrose entre ses mains, pourquoi pas un match entre deux, parce que là on en arrive. Mais le problème, qui affrontera Seth Rollins. Le problème d'un côté, c'est que Dean Ambrose actuellement c'est quand même un top face, même si bon il a des attitudes de heel, bien sûr, parce que c'est un fou quoi. Mais disons que avec Reigns qui est écarté, Daniel Bryan qui est écarté, il y a tellement peu de top face que vraiment ce serait une grosse erreur de faire tourner heel Dean Ambrose, parce qu'à l'arrivée, si tu fais le compte, il y a tellement peu de top face que ce serait une erreur. Après, ça donnerait de bons affrontements, on est d'accord. Mais dans l'immédiat, la WWE ne va pas oser ça, sinon elle serait suicidaire. Et dans tous les cas, je pense que si la WWE osait faire turner le Dean Ambrose, je pense que le public serait toujours derrière lui, et ce qui aurait forcé la WWE à le faire turner face, un peu comme à la Daniel Bryan. Daniel Bryan, quand il avait rejoint la Wyatt Family, le public était tellement derrière lui qu'ils ne pouvaient pas le laisser comme ça. Ils étaient obligés de le faire revenir du côté des gentils, quoi. Semaines, quoi. Donc oui. Donc voilà. Après, c'est sûr que du coup, la fin,
ça part dans toutes les directions et ça peut reposer Brock Lesnar, faire reposer en quelque sorte parce qu'il coûte tellement cher par apparition à la WWE que du coup il calcule vraiment ses apparitions. On le voit même, il calcule tellement que quand il apparaît à Raw, c'est annoncé comme une breaking news. Donc alors que normalement tu te dis quand même, limite, champion de la WWE, il doit y être. Mais du coup voilà, c'est sûr que mais on l'accepte parce que c'est Lesnar. Après on accepte parce que Paul Heyman est son manager et qu'il peut parler, sauf qu'il n'était pas au dernier Raw, c'est ça qui est dommage. Et du coup ça fait un vide. On le voit bien, mais de l'autre côté, je reviens à l'interview de Sheamus aussi, qui disait que ça peut laisser de la place pour d'autres. Dans l'immédiat, c'est sûr, ça a laissé beaucoup le champ à la rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose, et puis du coup John Cena qui s'est rajouté. C'était vraiment ça qui s'est passé à Raw le lendemain, donc on verra un petit peu si ce genre de match, peut-être à 3, va arriver à Hell in a Cell, qui sera le prochain pay-per-view, ça on verra bien. Moi, malheureusement, et après, malheureusement, parce que c'est pas vraiment ce que j'envisage, c'est ce qui va arriver. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Mais pour ce qui est de Brock Lesnar, si on lui pardonne le fait qu'il n'apparaisse pas à tous les Raw, peut-être c'est parce qu'aussi il nous offre quand même des bons matchs au pay-per-view. Après, je rebondis sur Seth Rollins. Je suis assez d'accord du fait que c'est toujours, ça faisait plaisir de le voir un peu titiller les deux concurrents. Et c'est vrai que quand tu regardes un pay-per-view, alors je l'ai pas pu le regarder en live, mais c'est clair que si je l'avais regardé en live et que si j'avais vu justement Seth Rollins intervenir, il y a toujours ce petit frisson quand tu vois le Money in the Bank intervenir, tu te dis alors est-ce qu'il va la cacher, est-ce qu'il va être champion ou pas. Là, il aurait très bien pu. Hein. C'est vrai que si Cena n'en aurait pas en empêché quoi. Ah oui, parce que la WWE, elle arrive encore parfois, même si bon, on le sait qu'avec Internet c'est de plus en plus compliqué, mais elle arrive quand même parfois encore à nous surprendre. Il y a des moments où on s'y attend vraiment pas, donc ça aurait pu, ouais. Ça aurait été un pay-per-view où tous les champions auraient perdu leur ceinture. En plus, ouais, parce que c'est vrai qu'il fallait vraiment pas être champion ce pay-per-view. Effectivement, bonne remarque Renaud, ouais. On va le renommer la nuit des challengers. À part Sheamus qui a conservé aussi. Ah oui, oui, j'ai oublié. Tout de même, oui. Merci, oui. Désolé. À part Sheamus. Ouais. C'est vrai que bon, finalement, il y avait quand même encore, il y a quand même eu 3 titres qui ont changé de main, donc du coup, forcément, ouais, c'était pas une bonne nuit pour être champion, en effet. Ben, je pense qu'on va passer aux notes, sans transition, avec la note sur 10. Ben justement Renaud, je vais demander la tienne. Je vais mettre 6,5 sur 10. J'ai passé une bonne soirée dans son ensemble. Le positif, c'est bien sûr Sheamus, Cesaro, l'opener tag qui était pas mal, Ambrose qui revient, ça fait plaisir, et le Lesnar Cena qui pour ma part j'ai trouvé assez bon. Après en déception, Miz Ziggler et leurs deux sbires là qui les suivent comme des toutous. Jericho Orton, ça n'a plus rien à faire en pay-per-view en 2014, à moins de booker un gros truc autour. USA-Russie, on a plus trop envie de voir ça, surtout avec Marc-Henry. Et autre chose qui me tient à cœur aussi très vite, c'est un petit détail, hein, mais moi ça me tient à cœur, c'est les décors. Malheureusement, les décors des pay-per-view. Alors je sais que la WWE fait des économies par rapport au network qui est sorti et tout le tralala. Mais depuis Payback, on a toujours le même décor de pay-per-view, alors qu'avant chaque pay-per-view avait son propre décor. Bien sûr, l'écriture change. Le tablier du ring change, les inscriptions changent, mais l'écran géant c'est le même et le décor est le même, donc ça me gêne un petit peu. Bon voilà, ça c'est pour ma part un truc qui me chagrine. Donc voilà, 6,5. Voilà, c'était l'analyse de Renaud Damido. Ouais, et un hommage à Kevin aussi. Un hommage à Kevin, mon ami. Eh oui, c'est vrai, celui qui est très attentif à tout ça, effectivement. Aux musiques, aux pyros, alors là, ça les pyros. Mais vous le retrouverez prochainement. C'est un pyromane, Kevin, on le sait. Ah, c'est un allumeur. Bon, une petite note de Sébastien, qui lui a mis 4 sur 10, parce que pour lui, il a pas du tout aimé, surtout en termes de booking, parce que sinon, l'action était globalement correcte. Et bon, voilà, il a pas aimé les changements de titre sur All Up, et puis, lui, il pense que c'est le pay-per-view qu'il a le moins apprécié depuis le début de l'année. Thierry, ta note? Je vais lui donner 6. Franchement, s'il n'y aurait pas eu mon appréciation sur le match Sheamus Cesaro, il se serait pris un 5 parce que il y a quand même eu pas mal de matchs où c'est vrai que l'opening avec le match par équipe était plutôt bon dans l'ensemble, mais je veux dire au niveau des résultats, au niveau du pay-per-view dans l'ensemble, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Après, certains diront que c'est un pay-per-view classique de la WWE où il n'y a pas forcément grand-chose à s'attendre au niveau des qualités. Mais voilà, je lui donne un 6 parce que il y a quand même eu quelques bons trucs.
Justement le match Cesaro-Sheamus, je vais arriver à le dire, et le retour de Dean Ambrose, et quand même aussi le match par équipe pour Goldust et Stardust, parce que fallait quand même qu'il gagne un jour ce titre. Et puis quelques notes auditeurs aussi rajoutées. Doc Vince qui lui a dit 7 sur 10, des combats potables dans l'ensemble et au moins on a eu des feuds construites même en mid-card et low-card. Pas de match bouche-trou et top level 5 sur 10, des matchs solides mais rien de transcendant. Merde, il m'arrange vachement l'affaire, j'avais déjà calculé la moyenne à vrai dire. Bon, c'était de 5,5 la moyenne de l'équipe de West Radio on va dire. Et la moyenne auditeur, donc elle est de 6, voilà. Ce qui reste assez correct sans être transcendant donc du coup. Ça résume bien plutôt d'accord. Voilà. Donc on peut passer déjà avant les partenaires. Vous rappelez donc vous nous écoutez donc peut-être si vous n'avez pas eu le plaisir de nous écouter en live, vous nous écoutez peut-être sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas parce que à 100 abonnés on va passer le live sur YouTube donc ça serait bien. Et ça c'est cool. Voilà, c'est ça. Et vous nous écoutez peut-être aussi sur archive.org. Donc voilà, aussi n'hésitez pas à aller sur YouTube pour vous abonner. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, WSS Radio entre parenthèses officiel, et sur Twitter @WSS Radio. Nous écouter sur iTunes, c'est bien sûr aussi MP sans charge. Et donc je vais pas passer à la liste des partenaires avec Voxcatch avec encore la fin de la série des managers de l'histoire dont je me charge. Là, va y avoir un dernier épisode sur Harvey Whippleman. Il y a eu Miss Elizabeth juste avant. Il y a Vicky Guerrero aussi, par exemple, ou Lou Albano. Donc voilà, sur les derniers. Le capitaine Lou Albano. Ouais, voilà. Et ouais, le premier grand manager, je dirais. Et donc voilà, et aussi la review bien sûr de Night of Champions et puis encore quelques articles et l'info à la pointe je dirais. Et donc ensuite FN Lutte bien sûr, Catch Asylum de notre ami Showtime, Wrestling Original et bien sûr le forum de la Well avec donc prochainement le jeu WWE 2K15. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous ont écoutés en live et notamment bien sûr à ceux qui ont animé le chat Top Level et Doc Vince. Et donc le prochain rendez-vous, ce sera donc Hell in a Cell qui aura lieu le 26 octobre à Dallas. Donc ça fera qu'on vous retrouvera pour un live le 30 octobre à partir de 20h45. Sinon, en parlant de podcast, vous pouvez encore écouter bien sûr le dernier Next Gen Wrestlers qui est assez récent vu qu'il traitait il y a 2 semaines à peine de Takeover 2. Et qu'il y a aussi le dernier Impact très récent aussi d'une semaine qui traitait donc du show spécial No Surrender. Et d'ici là, je sais que d'ici le prochain live de Late Night Wrestlers, on fera un podcast aussi TNA sur Bound for Glory. Donc il y a un programme assez intéressant et donc on vous remercie encore de votre fidélité. On espère que vous serez toujours plus nombreux. N'hésitez pas à faire part autour de vous, à vos amis fans de catch surtout, voilà. Et donc, on vous dit à la prochaine. Voilà, une petite musique de fin pour finir. À ciao. Ciao les amis. Salut les amis.